Merci de m'accueillir. Après ce propos, je vais essayer de vous remonter le moral, mais c'était mon objectif, mais je ne suis pas sûr de pouvoir vous remonter le moral. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. J'ai pris ce titre, la crise de la gestion des savoirs, pour savoir qui doit gérer le savoir. Et on va essayer de faire un panorama sur un certain nombre d'années jusqu'à maintenant. Je voudrais un tout petit préalable, demander à ce qu'on coupe au montage ce que je vais dire maintenant, et on reprendra après. Vous pouvez reprendre le montage. Donc merci de m'accueillir. Et les savoirs, depuis longtemps, et je remonte la création de la première revue scientifique était française et anglaise en 1765, le Journal des savants, jusqu'aux guerres mondiales, et entre les guerres mondiales, c'était les sociétés savantes qui tenaient le savoir, qui se sont développées progressivement, sociétés savantes qui avaient un pouvoir aussi dans la société civile, Claude Bernard était député, et qui essayaient de gérer le savoir, de le collecter, et avec des sociologues, on avait proposé une définition qui est là, de ce que devrait être une société savante. Entre les deux guerres, un peu avant, un peu après, selon les continents, sont apparues d'abord les universités, publiques ou privées selon les pays, et universités qui ont eu aussi légitimement l'envie de s'accaparer la gestion des savoirs. Et puis depuis les années 80-90, dans la plupart des pays développés, des agences d'évaluation, nous en avons en France, la HAS, l'ANSES ou autres, aussi se sont accaparés le savoir avec des objectifs normaux de faire par exemple des recommandations ou un certain nombre d'autres choses. Donc à qui appartient le savoir? Est-ce que c'est uniquement aux sociétés savantes? Ce qui serait plutôt mon opinion, mais ça on peut le discuter. Et comment se passe cette gestion des savoirs au cours du temps? Je viens de vous décrire les années jusqu'aux années 60 ou 70, où le savoir était géré par les sociétés savantes qui, outre des congrès, des réunions de membres, tenaient complètement les revues scientifiques. Et elles étaient uniquement dans les mains de sociétés savantes. Et ces revues scientifiques avaient des objectifs d'enregistrement du savoir, d'évaluation du savoir, de diffusion du savoir, d'archivage du savoir. Et jusqu'à ce moment-là, le savoir était dans les mains des sociétés savantes. Et puis, il y a deux périodes que je vais vous décrire. La période rouge, que j'ai appelée McDonaldisation de la science aussi, où j'aimerais que nous en soyons à la fin. Je n'en suis pas totalement sûr. Et la période suivante que je vais mettre dans vos mains. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période? Dans les années exactement 65, un documentaliste à Philadelphie, Eugene Garfield, ne savait pas, il était linguiste, ne savait pas comment choisir les revues pour son université et quels abonnements payer. Et il s'était dit, pour choisir les revues, je vais m'abonner aux revues qui ont une notoriété. Et tout seul, dans son coin, avec d'autres, il a fait un petit indicateur qui plus tard s'est appelé le facteur d'impact. Ce petit indicateur consistait à dire, quand des articles d'une revue sont très cités par d'autres articles, cette revue a une grande notoriété. Donc, basé là-dessus, vous remarquez tout de suite que les termes qualité du savoir ne sont pas là-dedans, on parle énormément quantité. Et cet indicateur, sans savoir comment il était calculé, nos hauts dirigeants, à ce moment-là, les universités s'en sont emparés en disant on va s'en servir pour évaluer les chercheurs, évaluer la recherche. Le message a été clair, le message a été aux chercheurs, publiez beaucoup, et c'est là qu'on verra que vous êtes bons, citez beaucoup, allez-y, c'est là un bon chercheur. Le message était aux revues exactement, de la même façon. Si les articles que vous publiez sont beaucoup cités, vous aurez de la notoriété, vous êtes une bonne revue. On ne parle pas du tout de la qualité de ce qu'ils vont publier.
Vous voyez bien, on est uniquement dans un terme et dans un indicateur quantitatif. Message aux évaluateurs, que ce soit évaluateur pour des carrières, que ce soit évaluateur pour distribuer des ressources. Cet indicateur simple, prenez-le, vous gagnerez du temps, vous avez des chiffres et vous comparez. On a oublié de leur dire que les revues et les chercheurs avaient bien compris le système et que cet indicateur a été énormément et est toujours énormément manipulé. Vous avez des cartels de rédacteurs en chef de revues qui s'entendent entre eux, qui disent « moi je vais citer ta revue, toi tu citeras la mienne, on se fera monter la notoriété ». Et vous avez un certain nombre d'autres choses que je ne décrirai pas là, mais en gros, un chercheur qui ne publie pas et dont les travaux ne sont pas très cités est un mauvais chercheur. Beaucoup a été dit là-dessus. Là, vous avez le livre d'un économiste australien, professeur d'économie, qui dit « mais c'est merveilleux ce système. Maintenant, le chercheur, il vaut des dollars. » Et il vous explique avec des équations et des dollars que vaut un chercheur par rapport à un autre à partir de ces indicateurs. Et il met de l'argent et il dit « le chercheur est devenu vendable grâce à ces indicateurs ». Construire un CV, c'est très important. C'est plus important que vulgariser la science. C'est plus important que former. C'est plus important que s'intéresser à l'avancement du savoir. Le problème, c'est construire un CV. Je vous rappelle, pour ceux qui étaient là l'an dernier, qu'on avait regardé la différence entre la science publiée et la science au lit du malade, et que, sur des exemples qu'on avait pris, antidépresseurs ou essais cliniques, il y a un monde entre ce qui est publié et la réalité. 1000 articles ou plus, c'est un bon chercheur, c'est une performance, alors que c'est honteux. Le rédacteur en chef du New England, qui a été nommé il y a 2 ans rédacteur en chef, avait 147 articles sur son CV en fin de carrière. Il vient d'être nommé la rédactrice en chef du JAMA, elle a 340 articles sur son CV. Et ce sont des gens qui sont en fin de carrière. Donc, si vous voulez, beaucoup d'articles n'est pas ça. Ce qui fait que chercheurs et revues, milieu académique, tout le monde a compris où allait la science. Et des chercheurs honnêtes, et je leur dirai plusieurs fois, sauf peut-être certains qui fraudent et qui sont rares, des chercheurs honnêtes sont rentrés dans le système, en n'ayant pas toujours le choix. Si vous faites que des expériences exceptionnelles qui foirent, et que vous ne pouvez pas publier, vous allez voir celui qui fait des petits essais et qui arrive à les caser, vous passez devant. Donc il se passe un certain nombre de choses qui fait que même honnête, vous êtes parfois obligé de rentrer dans le jeu. Ce qui fait qu'actuellement, on avait dit l'an dernier, où on avait sous-entendu, et je le dis, qu'au moins 50% des publications et des articles ne correspondent pas exactement à la réalité. Certains disent 90%, ce sont des hypothèses, mais on a quand même pas mal d'arguments. Ce qui fait que les chercheurs sont soumis à des pratiques douteuses. Alors, il y a une classification qui est, il existe des erreurs honnêtes. Erreur honnête, c'est le jeune chercheur qui est poussé. Allez lire le rapport IGAS sur l'IHU de Marseille. Il est très clair que des thésards, eh oui, c'est marqué, hein, c'est pas moi qui l'invente, dans le rapport IGAS, que des thésards, on leur donnait la réponse et on leur disait maintenant tu fais la manip. Donc ils savaient ce qu'il fallait montrer, c'est marqué en toutes lettres dans le rapport IGAS. Citons-le, hein, M. Raoult disait il faut montrer ça. Et démerde-toi, si tu veux ta thèse, c'est ça. Donc si vous voulez, j'appelle ça des erreurs honnêtes parce que des gens sont mis sous pression pour produire. Alors, qu'ils ignorent des méthodes, peut-être c'est excusable qu'on ne sache pas que l'essai randomisé à ceci ou cela en début de carrière, c'est excusable. Qu'on ignore des réglementations, la CNIL, le RGPD, les bonnes pratiques cliniques ou tout ceci, ça s'apprend. Qu'on ignore les stades. Et ce sont des erreurs honnêtes. Qu'on ignore maintenant les principes de science ouverte qui sont très en retard dans la médecine. Très en retard dans la médecine par rapport à la physique, par rapport à d'autres disciplines. Et nous sommes très en retard dans la médecine pour partager les données, échanger les données sources. Donc là, je dirais une partie d'erreurs honnêtes. Le gros de la troupe, il se trouve ici, dans ce qu'on qualifie pratique discutable en recherche.
Alors, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, elles sont connues. Et ce que je suis en train de vous dire là n'était pas connu il y a 10 ans. Il n'y avait pas les évidences, il n'y avait pas les preuves, il n'y avait pas les données il y a 10 ans ou à peine. Les pratiques douteuses sont d'abord toutes les pratiques d'auteur. Hein. Là, je vous ai cité tout à l'heure à Marseille ce qu'on appelle un auteur aux mains sales, hein, c'est-à-dire qu'il met son nom sur tout ce qui passe sans lire. Hein. Ça s'appelle un auteur aux mains sales. Mais il y a beaucoup d'auteurs qu'on appelle honorifiques ou cadeaux parce qu'ils ont leur nom sur un article auquel ils n'ont rien fait. C'est dans certaines disciplines 30 ou 40% des articles qui ont des auteurs honorifiques. Il y a les auteurs fantômes. Les auteurs fantômes, c'est souvent le thésard qu'on a oublié de mettre parmi les auteurs alors qu'il a fait le boulot. Donc il est oublié. Il y a toute une catégorie. Et je vous parle des auteurs d'abord, non pas parce que ça met en cause les données de la science, parce qu'elles peuvent être bonnes, mais parce qu'en fréquence, c'est très très fréquent. À l'INSERM, comme dans d'autres pays, on sait que le dysfonctionnement d'une équipe de recherche est très souvent dû à des problèmes d'auteur. 40% des problèmes d'intégrité scientifique à l'INSERM sont des questions d'auteur. Alors à côté, il y a tout un jargon de massage, de torture des données. On avait vu l'an dernier des spins, vous savez, ces abus du langage. Nos résultats n'étaient pas significatifs, mais néanmoins indicatifs d'une tendance, et c'est parti. En biologie, tous ces embellissements d'images, tous ces western blots pour lesquels on n'avait pas de témoin, on en a inventé un, tous ces western blots qu'on a changés, qu'on a rajoutés, toutes ces images. Ce n'est que depuis 5 ans que la revue Nature s'est aperçue que 20% des images publiées avaient été photoshopées. Hein. Ils ont embauché 2 PhD, 2 femmes qui maintenant regardent toutes les images avant de les publier. Mais il y a 5 ans, c'était 20% des images étaient photoshopées. Alors je ne dis pas que c'est de la fraude pour tout ça, mais on a changé les contrastes, on a fait un certain nombre de choses. Je passe toutes les problématiques au cours des statistiques. On change le test pour ceci, pour passer de 0,054 à 0,048. Et là, on publie. Et là, vous savez tous faire, donc je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Les manipulations des revues, on les connaît depuis longtemps, mais on a des évidences que depuis cette année, grâce à des confrères de Rennes, Clara Locher et Florian Naudet, qui ont étudié le cas de Marseille, de l'IHU, et où il a été montré avec preuve et très factuellement un très grand article qu'à Marseille, on a d'abord plusieurs salariés qui sont sur des comités de rédaction de revues, dont M. Rollin, qui est rédacteur en chef, salarié de Marseille, de la revue qui a publié le premier article sur l'hydroxychloroquine sortant de Marseille. Il l'a accepté en moins de 24 heures. Hein. Il est à Marseille, il est salarié, donc il n'avait pas beaucoup de choix. Et ça s'appelle des manipulations de revues. Sur une autre revue manipulée par l'IHU de Marseille, et ce n'est pas moi qui l'invente, sur 728 articles, il y en a 32% de cette revue qui sont co-signés par M. Raoult. Donc, il se passe... Tous ces chiffres, vous pourrez les vérifier ou je vous les donnerai. N'ayez pas peur, hein, ils sont publics. Hein. Ça s'appelle la manipulation des revues, qui est plus fréquente que l'on croit et qui n'est pas uniquement dans le domaine des maladies infectieuses françaises, puisque vous allez dans d'autres domaines, et nous allons en parler, de l'anesthésie notamment. Il y a aussi les rédacteurs en chef qui sont les premiers publiants dans certaines revues. Je passe sur les liens d'intérêt, qu'ils soient financiers ou non financiers, non déclarés. Très souvent oubliés. Je passe sur les problèmes de financement de la recherche, où parfois des crédits de recherche sont utilisés pour faire autre chose que ce qu'on a eu, ou plus grave encore, de nombreuses recherches financées ne sont jamais publiées. Et c'est par centaines de milliers qu'on a tracé des malades qui avaient été mis dans des essais cliniques pour lesquels les résultats n'ont jamais été communiqués. Que ce soit dans les vaccins, que ce soit en médecine interne ou autre, ça se chiffre par dizaines de milliers de recherches financées pour lesquelles on n'a jamais les résultats. C'est embêtant parce que ces recherches sont peut-être très intéressantes, parce que certaines, c'est parce que ça n'a pas marché, et ça, c'est beaucoup plus important que de ne savoir que le positif. Quelque chose qui en fréquence est un peu différent, c'est la fraude, parce que c'est plus rare. Alors, en médecine, la fraude, le plagiat. En sciences humaines et sociales, le plagiat, c'est vraiment un crime.
Hein, ça pose des problèmes, on enlève le titre de professeur. En médecine, Monsieur Bertrand Fougère, gériatre à Tours, a quand même 8 articles rétractés de la littérature pour plagiat, PUPH. Je lui ai parlé, hein, ça n'empêche pas qu'on se parle. Hein. C'est quand même embêtant, hein, 8 articles rétractés. Alors rétracter, la rétractation, c'est-à-dire que le rédacteur en chef a invalidé l'article et a dit « nous ne considérons plus ». Il reste en ligne pour les archives, parce qu'il peut être utilisé, et c'est un processus de rétractation. Or, M. Fougère, bien sûr, il fallait prendre des mesures. Donc le comité Théodule, et c'est sur le site de la faculté de Tours, vous pourrez trouver le compte-rendu, a bien sûr agi. Ils l'ont convoqué, et il a dit qu'il ne recommencerait plus. Donc c'est déjà une première action. Okay. Et puis le comité Théodule a pris une autre mesure, hein, devant ces 8 cas de plagiat de ce PUPH. L'autre mesure est aussi assez forte, il va falloir former les jeunes. Bon, je ne me fais pas des copains toujours. La fabrication et la falsification de données, je vais juste prendre des exemples en anesthésie. Vous irez voir dans le British Medical Journal de 2006 cet article racontant une histoire qui est la suivante. Monsieur Julio Cruz, brésilien, en 2001, 2002, 2004, bien sûr c'est ancien parce qu'il faut du temps, il faut parfois 10 ans pour trouver ça. Hein. Et ce qui se passe aujourd'hui, il faudra peut-être 10 ans pour le trouver. En 2001, 2002 et 2004, publie 3 essais randomisés contrôlés dans 2 revues, Neurosurgery et Journal of Neurosurgery. Et c'était la comparaison de haute dose avec basse dose de mannitol. Ce n'est plus une question aujourd'hui de la façon dont ça se posait en 2000, et qui montrait que les hautes doses de mannitol dans les traumas crâniens étaient meilleures que les basses doses. 178 malades dans le premier essai, 141 dans le second, 44 dans le troisième, essai randomisé contrôlé. 2005, la revue, les recommandations de la collaboration Cochrane disent qu'il faut utiliser des hautes doses et non pas des basses doses. Donc c'était parti dans les recommandations, vous voyez, le savoir comment il infuse. Et puis 2006, il y a un congrès au Brésil où quelqu'un présente une revue systématique, une méta-analyse sur un écran avec les essais de Julio Cruz. Puis dans la discussion après, il y a un mec qui se lève, qui dit « c'est quand même bizarre ces essais de Julio Cruz, moi je croyais qu'il ne voyait jamais de malade ». Ça en reste là. On lui répond « écoute, comme ça ». Un mec dans la salle écrit à Londres aux gens de la collaboration Cochrane et il dit « voilà ce que j'ai entendu ». Dans votre collaboration Cochrane, vous dites qu'il faut des hautes doses par rapport à des basses doses. Moi, j'ai entendu dans une salle un mec de dire que Julio Cruz, il n'avait pas de malade. Alors les mecs à Londres, l'ancien rédacteur du British Medical Journal, Smith, Ian Roberts et tout, qui ne sont pas des drôles, hein, ils cherchent d'abord Julio Cruz. Il venait de se suicider en 2005. Vous voyez la difficulté. Alors ensuite, en 2006, ils écrivent aux co-auteurs de Julio Cruz. Il y avait 3 co-auteurs. Okushi, japonais, Minoja et Facco, italien. Donc un Brésilien a toujours écrit avec un Japonais et avec deux Italiens. Alors les trois co-auteurs sont questionnés et tous les 3 indépendamment, les emails sont publiés dans cet article, hein, vous avez tous les emails, vous avez tout. Ils répondent nous, on n'a jamais vu de malade, on ne les faisait pas, hein, alors qu'il y avait des interviews de Julio Cruz anciennes où il disait que les malades ils venaient d'Italie et du Japon. Nous, on n'a jamais vu de malade, on le connaissait bien, on le croisait dans des congrès, on se téléphonait, on discutait de tout ça, parce que moi j'utilise le mannitol comme ça. C'était très intéressant, on a eu beaucoup de discussions. Le Japonais dit oui, d'ailleurs, il me téléphonait chaque fois qu'un article était accepté, où il y avait mon nom, comme ça je le savais. Hein. Donc vous voyez la complaisance, voire la compromission des co-auteurs, que ça ne gênait pas. Alors là, on n'a pas de preuve hein, que ces 3 essais dans la littérature... Alors ensuite, on va
à l'institution qui était signataire dans les articles. L'institution répond, on n'a jamais employé Julio Cruz. Alors ensuite, on va aux États-Unis, ça a pris du temps, hein, où il avait travaillé. Aux États-Unis, il disait oui, on le connaît bien, on l'a eu longtemps. Il est reparti au Brésil après, mais aux États-Unis, il ne faisait pas de la clinique, il faisait que du fondamental au labo. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas de preuves. Est-ce qu'il y a fraude? Est-ce qu'il n'y a pas fraude? Alors il s'est passé encore deux autres choses. On a demandé aux trois co-auteurs de rétracter l'article. Et les trois ont dit « Ouh là là, dans Neurosurgery, c'est sur mon journal, c'est sur mon CV. Nous, on ne sait pas, on n'avait pas de malade, on ne peut pas se permettre de prendre cette décision. » On a écrit aux deux revues, Neurosurgery et Journal of Neurosurgery, en leur disant « Vous pourriez mettre une petite lettre pour dire qu'il y a des doutes sur ces trois études. » Ah, il y en a un qui a dit, on avait fait un éditorial où on disait qu'il fallait faire attention, et l'autre dit, oh, on n'a pas de preuves, il faudrait, on ne fait rien. Donc rien ne s'est fait, et l'histoire a été publiée in fine dans le British Medical Journal. Mais vous voyez, c'est difficile de savoir si c'est une fraude ou pas. On n'a pas la preuve. Alors, l'anesthésie est dans les disciplines leader pour combattre un certain nombre de choses, parce qu'il y a eu des grands rédacteurs en chef, de Tramer, Schaffer ou compagnie, pour ceux qui les connaissent, qui ont vraiment traqué tout ça et qui ont fait ça. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu plus de fraude en anesthésie qu'ailleurs? Est-ce que c'est parce qu'on sait mieux les gérer, mieux les détecter? Je ne sais pas. Stephen Robben, Boston, anesthésiste, dans la douleur, a publié énormément d'essais cliniques, et c'était 2005-2006 quand il les publiait, sur des antidouleurs de Pfizer, de MSD et compagnie, et c'était toujours des petites études. Puis un jour, dans un amphi, on lui pose une question sur le comité d'éthique, est-ce qu'il n'avait jamais rien dit, puis il s'est mis à bafouiller, parce qu'il ne savait pas répondre, donc ça s'est mal passé, et on a cherché le comité d'éthique, et il n'y avait pas de comité d'éthique, et c'est là qu'on a commencé à creuser, et qu'on s'est aperçu qu'il inventait une partie des données. Et lui, il le faisait pour l'argent. Et à ce jour, 21 de ses articles sont rétractés. Oui, parce que l'anesthésie est dans les records des rétractations d'articles. Lui, c'est américain. C'est pas comme notre collègue de Tours. Lui, il a fait de la prison, 6 mois. Il a remboursé 360 000 $ à Pfizer, 50 000 $ au gouvernement. Il a divorcé, il a perdu son diplôme. Lui, prison et tout, perdu. Ensuite, vous avez en Allemagne, 2005, 2010, 2011, Joachim Bolt. Alors, autant Robben le faisait pour l'argent, autant Joachim Bolt, qui publiait énormément de petits essais. Vous le connaissez aussi, vous les croisez? J'ai vu quelqu'un qui l'avait vu au supermarché il y a 2 ans, parce qu'il a perdu son diplôme. Lui, il le faisait pour l'honneur, il était invité de partout. C'était de l'hydroxyéthylamidon, des colloïdes qui donnaient en réanimation à la fin, qui n'est plus une question aujourd'hui, versus albumine, où il montrait que c'était meilleur pour remplir les malades, peu importe. Lui, quelqu'un a écrit à la revue et a dit « J'ai lu plusieurs articles de Bolt et les écarts-types sont toujours les mêmes d'un article à l'autre, ils sont très petits. Mais ces gens-là, Robben comme Bolt, ils publient des tout petits essais souvent, proches de la significativité. Et là, on a investigué tout de suite à l'université. En fait, c'est le Conseil de l'ordre allemand qui s'est occupé de son cas. Et actuellement, il a 88 articles rétractés de la littérature. Sur les 102 qui ont été jugés fraudés. Mais lui, il a collaboré immédiatement, il a dit « j'inventais ». Alors que Robben ne l'avait pas fait. Le recordman, toute discipline confondue, est un japonais, Fuji, Tokyo, qui a publié, et son histoire est aussi un peu différente, parce que lui, il a 183 rétractations aujourd'hui. Donc vous voyez le filtre de l'évaluation par les pairs, des revues et compagnie, on peut se poser un certain nombre de questions. Lui, c'est extrêmement marrant. Il publiait sur les 5-HT3, granicétron, machin, pour éviter les vomissements en post-opératoire, peu importe. Pendant 10 ans,
il a publié dans des revues d'anesthésie-réanimation jusqu'à 2000. Et là, il y a eu une lettre publiée en disant, d'un Allemand, les résultats de Fuji sont trop beaux pour être vrais. Et il avait étudié des articles, il montrait les écart-types et tout, sont trop beaux pour être vrais. On écrit à Fuji et qui répond oui, il y a des problèmes, et qui fait une réponse, et ça s'arrête. 2000. Fuji continue à publier, plus jamais dans une revue d'anesthésie. Cardio, gastro et compagnie, et il continue le même business, mais plus du tout une revue d'anesthésie. Et en 2006 ou 2007, il commet une grosse erreur, c'est qu'il renvoie un article au Journal of Canadian Anesthesia, comment il s'appelle. Et là, le journal, immédiatement, il écrit à l'université, parce que tous les rédacteurs des 9 plus grandes revues d'anesthésie connaissaient Fuji et savaient qu'il y avait des problèmes, et l'université investigue et trouve tout de suite, et on a terminé avec 183 articles rétractés. Ce qui est très marrant dans la Fuji, c'est qu'il y a eu des guidelines en 2005, 2007, où il y avait Schaeffer, le rédacteur en chef d'anesthésie, il y a eu des guidelines qui s'appellent les PONV Guidelines, qui n'existent plus aujourd'hui, Post-Operative Vomiting, Nausea and Vomiting. Et ces guidelines, qui disaient ce qu'il faut faire en post-op, n'ont jamais pris en compte les articles de Fuji dans les guidelines. C'est-à-dire que le plus gros publiant sur le sujet, on ne retenait aucun de ces articles dans les guidelines. L'hypothèse est que peut-être il se passe un certain nombre de choses et qu'on sait des choses et qu'il y a peut-être une complaisance ou un certain nombre de choses parce que c'est extrêmement surprenant que le plus gros publiant du sujet, on n'en parle pas du tout dans les guidelines. Certains ont dit que des gens devaient peut-être être au courant. Il vient d'être publié dans Anesthésiologie ce mois-ci, novembre 2002, l'analyse de 245 articles rétractés en anesthésie-réanimation. Et on trouve, comme on trouve dans d'autres disciplines, que le jour où des articles sont retirés de la littérature, ils sont moins cités. Avant, ils étaient cités 18 fois en moyenne et après rétractation, 6 fois en moyenne. Donc la rétractation fait qu'ils sont moins cités. Mais quand ils sont cités après la rétractation, tenez-vous bien, dans 80% des cas, ils sont cités comme si rien ne s'était passé et en disant qu'ils étaient positifs et que ça marchait. C'est-à-dire qu'ils sont cités a posteriori sans dire qu'il y avait la rétractation. Alors il se passe 2 choses actuellement qui sont importantes, c'est que dans PubMed, quand un article est rétracté, il est fléché, et récemment, dans Zotero, quand vous sortez des articles, il y a parfois marqué quelque part « retracted », et c'est nouveau, Zotero ou d'autres, qui commencent à faire ça pour essayer au moins d'avertir. Tout ceci fait qu'il y a des mésusages des citations qui sont plus importants qu'on ne croit. Là, je vous ai mis le titre d'un article en français relativement simple de collègues de Bordeaux. Savez-vous quel pourcentage d'articles cités dans les articles que vous lisez tous les jours, quel pourcentage d'articles cités à la fin citent des articles qui n'ont rien à voir avec la publication ou donc qui n'ont rien à voir. En gros, quand vous lisez un article, et là il y a des données extrêmement fortes sur des dizaines de milliers de références qui ont été lues, 25% des références à la fin de l'article n'ont pas de rapport avec l'article, et dans la moitié de ces 25%, la moitié cite l'inverse ou des erreurs que dit l'article. C'est-à-dire on cite tel article, mais on lui fait dire l'inverse. Je vous signale que 25% des citations, et ça c'est fait sur des gros chiffres, 7000 citations étudiées, ne contiennent pas... Oui, je suis d'accord avec vous, il vaut mieux en rire. Il vaut mieux en rire parce que... voilà. Et il a été montré qu'on construit des dogmes sur 15 ou 20 ans parce qu'on n'est jamais allé vérifier les données sources. C'est montré sur une dizaine d'exemples, il y a eu des thèses en Hollande là-dessus, des dogmes se créent, et puis au bout de 20 ans, on se dit merde là-dessus, et puis on va chercher les données sources, elles ont été détournées dès le départ. Dans le même temps que cette gestion des savoirs, où les chercheurs ont été
poussés, les chercheurs honnêtes ont été poussés à dériver parce qu'on leur a dit il n'y a qu'un chiffre qui compte, le facteur d'impact. Facteur d'impact, toutes les grandes revues savent en jouer extrêmement bien. Je vous citerai, puisqu'on a pris l'exemple de la chloroquine, mais pas nos collègues de Marseille, bien qu'il y ait des Français. Le New England a quand même publié au début de la Covid un article sur l'efficacité du remdesivir dans la Covid. L'article était une étude ouverte, aucun contrôle, 53 malades, sur 9 pays, 55 auteurs, dont 18 de Gilead. New England, qui d'habitude publie des essais de 5 ans avec 1500 malades randomisés, contrôlés, il publie un remdesivir, une merde. Mais je ne les blâme pas, parce qu'ils le font en toute connaissance de cause, puisqu'ils savent que c'est le premier article sur le remdesivir, et il a été cité 1500 fois. Donc il a fait monter le facteur d'impact du New England. Donc dans ce sens-là, ils ont raison. Et si vous regardez les 7 articles, il y a un an, cités plus de 1000 fois sur la Covid, aucun, c'est l'hydroxychloroquine, le remdesivir, le plasma, les essais OMS, Solidarity, Recovery, aucun n'a été beaucoup cité. Donc les revues, si elles veulent faire monter leur facteur d'impact, ont plus intérêt à publier sur de l'hydroxychloroquine que sur des vrais essais de l'OMS. Et les revues le savent très bien. Là, je viens de vous citer le New England. Donc on est dans un jeu où on croit peut-être, et je vais vous le dire, que la science ouverte apportera des solutions. Certains le disent. Parce qu'il s'est passé en même temps cette révolution de l'open access. Qu'est-ce que vous voulez? Tout, à tout moment, n'importe où, n'importe quand, 24 heures sur 7 jours, et gratuitement. Je vous signale qu'aujourd'hui, les articles que vous lisez, en France, 51% sont déjà d'accès libre. C'est les chiffres du CNRS et tout. C'est-à-dire que vous ne payez pas, et les éditeurs, les revues de sociétés savantes ont été confrontés à tout ceci, je vous le fais court, et l'abonnement a disparu, est en voie de disparition. Qui paye encore des abonnements? Donc le modèle économique s'est changé, est devenu un modèle qu'on appelle auteur-payeur, c'est-à-dire qu'on fait payer l'auteur à l'acceptation de son manuscrit. L'abonnement disparaît, ce qui s'appelle le paywall, payer $50 plus un paie, vous avez aussi SciUp, vous avez tout ceci. Donc, et c'est normal que la connaissance, les savoirs soient gratuits, parce que c'est le citoyen qui a payé des impôts pour financer la recherche. Pourquoi paierait-il une deuxième fois pour avoir accès à ces résultats? Donc c'est normal que tout soit gratuit, mais est arrivé ce système auteur-payeur, qui a fait naître des revues qu'on appelle de faible qualité. Alors autant, entre les deux guerres, jusqu'à 80, c'était les sociétés savantes qui tenaient les revues, actuellement, il se passe un petit mouvement, pas important en médecine, très important dans d'autres disciplines, et ça viendra en médecine, qui fait que des éditeurs que j'appellerais de faible qualité sont en train de dire « nous, on fait bien des revues, ils n'ont qu'un objectif mercantile, nous, on les fait bien parce qu'on publie en 3 semaines ou 1 mois, on fait une évaluation par les pairs comme les autres revues, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est fait différemment. Ils publient de temps en temps des bonnes choses. Monsieur Raoult a fait des numéros spéciaux dans certaines de ses revues, parce que vous ne payez pas cher, et en 1 mois, vous avez tout. Et tout ce qu'on a été refusé par les autres revues, on le met là-dedans, parce que ces revues, elles acceptent 80%, du moment que l'auteur paye. Donc actuellement, s'est développé probablement 15 000 revues de faible qualité, et la médecine n'est pas encore très atteinte, mais des sociétés savantes sont en train de transférer leurs journaux à ça. Je cite par exemple en médecine la Société européenne des hernies, qui a quitté Wiley, un grand éditeur, pour aller dans une revue de faible qualité, au prétexte que ça va plus vite et ça coûte moins cher. Donc là, c'est un mouvement qui est parti, et seules les académies, et vous avez un rapport ici, les académies des sciences et 149 académies ont signé un rapport pour dire attention, le savoir est en train d'échapper
aux sociétés savantes, voire aux universités, pour aller chez des éditeurs purement mercantiles, dont le seul objectif est de publier et de gagner de l'argent. Donc le mouvement, il est fort, puisque des grandes revues légitimes actuellement ont des stagnations, voire des baisses de soumission, mais le monde académique ne s'en aperçoit pas. Le jour où on le verra, il sera probablement trop tard. Donc on a eu une période bleue, où c'était les sociétés savantes qui tenaient tout. Je viens de vous décrire cette McDonaldisation de la science, avec un certain nombre de travers, avec ce dieu du facteur d'impact. Et est-ce qu'on va rentrer un jour dans une autre ère ? 2011, l'Académie des sciences françaises publie un rapport qui est ici en haut disant « Arrêtez le facteur d'impact ». 2011. 2012, un grand mouvement mondial qui s'appelle DORA, signé par le CNRS, signé par l'INSERM, signé par tout le monde, qui dit qu'il faut changer l'évaluation des chercheurs. On est mal parti. Je vous parle de 2011-2012. En 2022, je ne suis pas certain que les changements apparaissent. Donc il y a un gros mouvement actuellement qui dit la science ouverte va nous sauver. La collaboration, le partage des données, et il faut changer le modèle de la recherche et le modèle de publication. Alors il y a énormément d'initiatives, toutes très bonnes, foisonnantes, qui se passent, mais encore difficiles. Je vois des collègues qui disent quand même le facteur d'impact, c'est facile, ça ne nous prend pas de temps, hein, parce que tous ces mouvements ont quelque chose par derrière. Pour évaluer un chercheur, il faudrait lire les articles. Parce que là, on comptait des points, hein. On comptait des haricots, hein. On a un boulier, on compte et tout. Hein. On dit c'est la notoriété de la revue, il est dans le New England, il est bon. Hein. Voilà. Donc il faudrait lire. Les Australiens sont en avance parce qu'ils ont la règle des 5, mais assez difficile. La règle des 5 en Australie, c'est un CV n'a pas plus de 5 articles des 5 dernières années. Voilà ce qu'est un CV en Australie. Alors, ça ne marche pas dans toutes les universités. Un CV, c'est 5 articles de moins de 5 ans. Sous-entendu, le jury doit lire. Ce n'est pas très populaire, ça. Hein. Ça fait bosser. Alors, il y a beaucoup de mouvements dans ce sens. Un autre qui est à citer, qui est assez important, qui s'appelle la Registered Reports, qui commence en médecine avec quelques revues, qui consiste à dire l'évaluation d'un article ne devrait pas se faire sur les résultats, parce qu'on demande un P significatif et on dit tu passes. Et l'évaluation devrait se faire sur la question de recherche et les méthodes. Ça s'appelle Registered Reports. Encore, nos collègues Florian Naudet de Rennes sont probablement les premiers Français à avoir publié dans ce modèle, dans BMC Médecine. Les chercheurs soumettent à une revue un protocole. La revue évalue le protocole, il prend une décision de principe, IPA, de dire « nous publierons vos résultats ». Donc la décision de publication est prise sur la méthode, et ce qui fait les chercheurs, quels que soient leurs résultats, leur article sera publié. Il y a pour la première fois par une équipe allemande des données qui montrent que ce système est largement plus vertueux que le système que nous avons aujourd'hui, qui consiste à évaluer des résultats. Largement plus vertueux. L'hypothèse de départ actuellement dans la publication est vérifiée dans 95% des cas. Et si vous allez au modèle Registered Report, c'est 45% des cas. C'est-à-dire que si votre protocole est accepté et que vous savez que vous allez publier, vous êtes sûr que vous serez publié et vous êtes plus libre de donner les résultats. Alors il se passe beaucoup de choses sur quelque chose qu'on appelle le top factor, et un certain nombre d'autres mouvements disant qu'il faudrait changer l'évaluation de la recherche. Tout le monde est d'accord que le facteur d'impact, il faut s'en sortir. Tout le monde est d'accord qu'il faut faire quelque chose. Et je rejoins l'orateur précédent, parce que tout le monde attend que quelqu'un commence. Hein? Donc si vous voulez, tout le monde se regarde un peu comme ça, tout le monde est d'accord, mais il ne se passe rien. Alors qu'on a toutes les données, qu'il faudrait changer le support de la recherche, comment encadrer les jeunes, qu'il faudrait changer toute l'organisation de la recherche, je passe les détails, et aussi toute la communication de la recherche. Donc j'avais intitulé ça
de POP, Publisher Perish, à TOP, Transparency, Openness, Promotion. La science ouverte, c'est vous. Moi, je suis d'une génération où mon patron me disait « Surtout, montre pas tes données à l'étage en dessus, à l'étage en dessous, et puis montre jamais ton tableau Excel à qui que ce soit. » Aujourd'hui, les tableaux Excel devraient être partagés. Ça l'est dans certaines disciplines. J'ai cité la physique, le computer, les codes, les guidelines type consort, tout ceci. Mais la médecine est, pour moi, très en retard par rapport à d'autres disciplines. Je vous remercie.